Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien le retour du segment Quoi de neuf JP. Après quoi? Près de 2 ans d'absence? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, segment Quoi de neuf JP. Alors, vidéo, série que vous êtes habitué de voir Sylvain de façon mensuelle depuis des années. Sylvain n'a jamais, je crois, manqué un segment Quoi de neuf depuis des années. Il en est très fier, puis avec raison. Pour ma part, je ne peux pas en dire autant. Alors, dans les peut-être 2 dernières années, je crois même pas, je suis même pas certain si j'ai fait un seul quoi de neuf. S'il y a quelqu'un de téméraire dans l'auditoire, allez me dire à quand remonte mon dernier quoi de neuf et inscrivez-le dans les commentaires. Alors, vous le savez, la vie commencée, des fois, ça se bouscule, ça se chamboule, les plans sont chavirés. Et bon, ça fait un bon bout de temps que je ne me suis pas adressé à vous de cette façon un peu plus informelle pour discuter de mes expériences de jeu récentes. Alors, dans cette vidéo, je me suis pris quelques notes juste ici. Dans cette vidéo, on traitera de différents sujets. Je vais commencer avec mes expériences de jeu du mois de mars qui vient de se terminer. Alors, j'ai quelques jeux dont je veux vous parler aujourd'hui. Je vous reviendrai également un peu plus tard pour vous parler de vidéos à venir, donc un prototype que je vais vous présenter bientôt, un jeu qui m'intéresse pour plusieurs raisons. Alors, je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Je vais également vous parler de 2 jeux que j'ai reçus dernièrement et que j'ai très hâte d'essayer. Je vais vous parler également d'un jeu auquel j'ai hâte de rejouer, un jeu que j'aime beaucoup, puis on dirait que ça fait un bout de temps que j'ai envie d'y rejouer et on terminera cette vidéo avec 4 jeux qui m'intéressent, qui seront peut-être mes prochaines acquisitions. Alors sachez qu'en tout temps, vous pouvez utiliser la barre de défilement de cette vidéo pour bondir directement à la section qui vous intéresse le plus. Et avant de sauter dans le vif du sujet, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut. Et maintenant que c'est fait, parlons de mes expériences du mois de mars. Bon, avant de recevoir le commentaire sous la vidéo, non, cette vidéo n'est pas directement commanditée par le Scorpion Masqué. C'est tout simplement qu'il y a de cela quelques années, il nous avait envoyé en cadeau de Noël un petit hoodie, un petit chandail comme ceci à capuche, à capuchon. Et je l'aime particulièrement, je l'aime vraiment beaucoup, je le porte souvent, il est confortable en plus. Mais bon, alors, j'ai pas été payé pour porter ce gilet-là fièrement. C'est un gilet que j'aime beaucoup, tout simplement. Alors, je voulais le dire avant de me le faire pointer du doigt. Vendu, il fait de la publicité indirecte. Il nous tord le bras pour qu'on achète des jeux du Scorpion Masqué en jouant dans nos pensées. Bon, OK, vous savez comment c'est Internet, hein? Il y a des gens qui poussent pas mal. Alors, au mois de mars, à quoi est-ce que j'ai joué? En fait, j'ai joué à différents jeux dans des styles vraiment différents et je vais commencer par vous parler un peu de Imperial Miners. Alors, Imperial Miners, c'est un jeu pour, je crois, attendez, je l'ai ici, je vais vérifier. C'est bien ça, 1 à 5 joueurs. Alors, j'y ai joué en solo. Il faut savoir que c'est un jeu dans l'univers un peu de Imperial Settlers. Dans Imperial Settlers, on va commencer la partie avec des factions différentes, des peuples différents, et on va avoir des peuples donc asymétriques. Chaque joueur commence vraiment avec des cartes différentes, des avantages différents, un plateau de jeu, des ressources différentes. C'est vraiment asymétrique. Dans Imperial Miners, c'est tout le contraire. Tout le monde commence avec les mêmes choses. Et après ça, en cours de partie, on va se développer de façon vraiment différente. Alors, il y a dans ce jeu-là des mécanismes de draft, de gestion de cartes, gestion de ressources, si on veut aussi, mais principalement de cascade d'actions. On va gérer notre petite mine avec notre petit plateau personnel sur lequel on va retrouver 3 actions de base et on va récupérer des cartes de niveau 1, 2, 3 ou peut-être même de niveau 4. Ces cartes vont être de plus en plus fortes, vont te donner de plus en plus de points ou de plus en plus d'avantages, de bonus, mais vont
normalement être de plus en plus difficiles également à placer, que ce soit pour leur coût ou pour leur emplacement. Parce que puisqu'on gère une mine, on va creuser en profondeur. Donc, la première carte qu'on va placer, qui va être la première couche de terre qu'on va excaver, va être une carte de niveau 1. Et après ça, il va falloir faire une espèce de pyramide inversée pour creuser de plus en plus dans le sol pour aller placer des cartes ensuite de niveau 2, ensuite de niveau 3 et finalement tout au fond de notre mine de niveau 4. Alors, il va falloir faire une espèce de pyramide pour être ensuite capable de placer nos cartes. La twist, c'est que lorsqu'on joue une carte, on peut activer son action et ensuite on doit se frayer un chemin vers la surface en activant une carte à chaque fois, ce qui va provoquer une cascade d'actions, plein de petits bonus. On va récupérer des pièces par-ci qui vont nous permettre d'aller récupérer des cartes qu'on va peut-être pouvoir défausser pour aller chercher des engrenages qu'on va pouvoir activer, qu'on va pouvoir aller chercher des cristaux. Alors, plein de petits combos comme ça satisfaisants. J'ai trouvé ça cool à un joueur. Il souffre un peu peut-être de ce qu'on appelle le multiplayer solitaire. Alors, c'est un jeu qui peut être joué à plusieurs, mais on s'en fout un peu de ce que les autres font en général. On gère notre mine et c'est bien assez. Il n'y a pas d'interaction vraiment avec les autres joueurs. Mais en solo, c'est un beau petit puzzle que j'ai bien aimé. Je vous parle ensuite de Far Away, un jeu qui a déjà fait beaucoup jaser. J'ai eu l'occasion d'y jouer et honnêtement, moi, les jeux qui sont louangés comme ça, autant, euh, surtout dans des petits jeux simples comme ça m'impressionne pas vraiment d'entrée de jeu, disons, avant de jouer. Et bon, par curiosité, je l'ai mis sur la table. Le livret de règles se lit en quelques minutes, super simple. Mais en lisant le livret de règles, et c'est rare que ça me fait ça, mais en lisant le livret de règles, j'avais de la difficulté à imaginer à quoi ressemblait une partie. Je me disais, OK, on joue nos cartes et tout ça, de gauche à droite, on peut jouer seulement 8 cartes dans une partie. OK, toutes les cartes sont gratuites pour être jouées. Il y a le temps d'exploration aussi qu'il faut réfléchir pour aller chercher des cartes sanctuaires. Ouais, je comprends ça, OK, mais à la fin de la partie, on va scorer, on va marquer des points pour nos cartes en ordre inverse qui ont été placés. Et là, on dirait que je comprenais dans ma tête, mais j'avais de la difficulté à rendre ça concret. Alors, il a fallu que j'y joue. Il a fallu carrément que j'y joue pour avoir une bonne idée. Et c'est vraiment, vraiment bien. C'est un casse-tête beaucoup plus complexe qu'il ne le semble. Parce que étaler des cartes, jouer des cartes, c'est pas ça le puzzle. C'est pas ça le casse-tête. Comme je le disais, les cartes sont gratuites. On a toujours 3 cartes en main. On choisit laquelle on met devant nous, on espère faire des points avec ça, on essaie d'avoir des temps d'exploration plus élevés à chaque fois pour aller chercher des cartes sanctuaires qui sont un peu comme des cartes bonus. Mais la twist, c'est quand la partie se termine et que là, on doit retourner toutes nos cartes face cachée. On prend la dernière carte, la 8e carte qu'on a jouée, et on la dévoile et on regarde est-ce qu'on a les prérequis présentement visibles sur la table devant notre espace de jeu pour marquer les points. Et à notre première partie, oh là là, je n'avais pas beaucoup de prérequis qui étaient visibles à ce moment-là. Alors c'est un casse-tête intéressant, avec une twist vraiment particulière, une saveur un peu particulière. J'ai trouvé ça cool. Je vous ai d'ailleurs présenté une variante non officielle d'un mode en solo. Alors si ça vous intéresse, vous pourrez y jeter un coup d'œil. Je vous parle ensuite d'un jeu complètement abstrait. Je vous parle du jeu Oxono. Ouais, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Oxono. Alors, Oxono, c'est un genre de mélange entre le tic-tac-toe et le puissance 4. OK? Et Quarto. Bon, on pourrait mettre tout ça ensemble, tic-tac-toe, Quarto et puissance 4. Bon, ça ressemble pas mal à ça. En fait, si je vous disais, imaginez un jeu qui mélange ces 3 jeux-là, vous auriez une bonne idée. En fait, c'est qu'on va avoir des 2 formes, des ronds et des croix, des X, qu'on va devoir placer et on va devoir essayer de faire un alignement de formes qui partagent une caractéristique commune, soit des formes de notre couleur ou, euh, en fait, soit des pions de notre couleur ou 4 jetons de même forme, peu importe à qui ils appartiennent. Donc ça, on retrouve ça dans Quarto aussi, aligner ou regrouper des pièces qui partagent des caractéristiques communes. Ici, la twist,
c'est qu'à chaque tour, on va déplacer un totem, un des deux totems, soit celui des O, des cercles ou des croix, des X. Et une fois qu'on a déplacé ce totem d'un emplacement, on est forcé de jouer une pièce de même forme, notre pièce, dans un emplacement libre adjacent à ce totem. Donc, lorsqu'on déplace le totem, on place une de nos pièces, mais on ouvre des opportunités de déplacement à notre adversaire pour son prochain placement. Et n'oublions pas qu'on doit à la fois garder en tête que je veux éviter que mon adversaire puisse placer des pièces qui lui appartiennent de façon alignée, mais qu'en plus, je dois essayer de faire attention de ne pas lui permettre de placer des pièces qui sont des mêmes formes que celles que je viens de placer. Oh là là! Alors, c'est un petit jeu sympathique, c'est un jeu abstrait, c'est un jeu qui se joue en 10-15 minutes. C'est bien. Honnêtement, c'est pas mon style de jeu. C'est pas ce qui m'excite au plus haut point, mais j'ai trouvé ça cool quand même, la twist, d'avoir un peu de puissance 4, de quarto, de tic-tac-toe dans une même boîte. Je vous ai également fait la présentation dernièrement du prototype de Roth. Roth, qui est le prochain jeu de la compagnie Chip Theory Games, qui est en campagne de sociofinancement dernièrement, qui s'est terminé aussi tout dernièrement. Roth, qui est un jeu pour, si je ne me trompe pas, 1 à 4 joueurs, du moins dans le jeu de base, un jeu avec de l'asymétrie, un jeu de contrôle de territoire. On va se taper dessus pour essayer de contrôler des zones. Alors, vous irez jeter un coup d'œil à ma vidéo si vous voulez en apprendre davantage. En plus, c'est pas pour me vanter, mais j'étais assez fier de la vidéo. Elle donne vraiment un bon aperçu de ce que le jeu propose. Alors, j'ai eu l'occasion d'y jouer à 2 joueurs. J'ai eu l'occasion de simuler également une partie en solitaire. Ben, en fait, pas vraiment simuler. Il y a un mode solo que j'ai pu essayer sans que ce soit encore le mode solo 100% peaufiné. Alors, les règles du jeu de base étaient établies, tout ça, mais le mode en solitaire était encore en chantier. Alors, j'ai trouvé ça cool, par contre, le mode solo, où on pioche, où on choisit au hasard, comme vous voulez, un scénario, si on veut. En fait, c'est qu'on choisit un des peuples du jeu qu'on va affronter en un contre un. Ce peuple-là va devenir un peu comme un joueur automate. Et il va avoir un système donc, de simulation d'action qui est très simple à gérer. Et ça, c'est génial. S'il vous plaît, les éditeurs, quand vous mettez sur pied un mode solo avec un automa, moi là, j'apprécie énormément lorsque l'automa ne me prend pas plus de temps à gérer que mon propre tour. J'aime ça que l'automa, là, en moins d'1 minute ou en moins de 2 minutes, le maximum, son tour soit finalisé, que ça soit fait, que ça soit simple, qu'on ait une petite charte, qu'on puisse s'y référer, qu'on ne se pose pas de questions et on retrouve ça dans Roth. Alors ça, j'ai trouvé ça très, très bien. Je vous parle également de My Island. My Island qui est probablement un de mes jeux préférés des derniers mois, qui est vraiment cool, un jeu legacy, évolutif, qui a au total, je ne sais plus, je crois peut-être une vingtaine de parties de scénarios, mais chaque scénario ou partie dure quoi? 20 minutes. Donc, chaque trio de scénarios vont venir dans des enveloppes qui vont être un chapitre. Et je crois qu'il y a 7, 8 ou 9, ou peut-être 10, je ne sais plus. Je crois qu'il y a 8 chapitres dans le jeu au total. Donc, 8 fois 3 ou 7 fois 3, je ne le sais plus. Allez voir sur Internet, allez voir dans les commentaires. Quelqu'un va me reprendre et va l'écrire, c'est certain. Mais bref, une vingtaine de scénarios rapides. On a un gros plus. On a un aspect qui est très satisfaisant aussi à personnaliser, à gérer notre petite île. On va avoir des autocollants à mettre, différents événements aussi. Et ce qui est cool, c'est que moi, ben en fait, ce que je n'aime pas dans les jeux Legacy, c'est quand d'une partie à l'autre, on doit planifier 1 heure pour la lecture des nouvelles règles, qu'on compare avec ce qui était valide avant, ce qui est une nouvelle opportunité maintenant, ce qu'on ne peut plus faire, qu'on prenne les nouvelles règles, qu'on les colle avec des petits autocollants dans le gros livret de règles, qu'on fasse du sens avec tout ça, qu'on débloque les nouvelles composantes. C'est long. Et entre les parties, parfois, il y a plusieurs semaines qui distancent nos parties. On doit se remettre dans le bain. J'aime pas ça, des jeux Legacy. Dans My Island, oubliez ça, là.
5 minutes, vous êtes prêt à faire une autre partie, là. Les nouvelles règles sont simples, sont efficaces, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de très long. On fait juste dire, hey, voici une nouvelle opportunité, voici une nouvelle action. Ou dans la dernière partie, vous pouviez faire ça, mais maintenant, vous pouvez faire ça ou ça. Alors, c'est des petites twists qu'on ajoute graduellement sur une vingtaine de parties. C'est vraiment super. J'ai également eu l'occasion de jouer avec mes enfants au Gardien de Havresac, qui était un jeu que j'avais tellement hâte de présenter lorsqu'il est sorti il y a de cela, je crois, environ 2 ans. Un jeu de bag building. J'aime, j'apprécie énormément le bag building, euh, qui est un peu comme c'est un jeu très, très solitaire, OK? Alors, on n'a pas d'interaction avec les autres, mais avec mes enfants, c'est cool parce qu'on joue nos tours simultanément, on regarde ce que les autres ont récupéré comme aventurier, qu'est-ce que mon garçon va pouvoir faire comme action ce tour-ci, on le félicite. Hey, tu as réussi à utiliser ton voleur, à faire tes déplacements, à planifier, mettre une tente, te rendre jusqu'au trésor. Wow! C'est cool comme tour. Alors, avec eux, c'est très satisfaisant. Ils aiment cette progression-là. Bon, parfois, il y a des tours qui sont moins optimales que d'autres, mais c'est très, très cool, très, très cool. Et c'est un jeu, Les Gardiens d'Avresac, qui, selon moi, crie pour avoir une extension prochainement. Je veux des personnages supplémentaires, je veux plus d'options, je veux plus de possibilités. S'il vous plaît, les éditeurs, écoutez-moi, on en veut plus. Si vous en voulez plus, Gardien d'Avresac, écrivez-le dans les commentaires, taguez l'éditeur, faites quelque chose. Mais de mon côté, c'est un jeu que j'apprécie à chaque partie. Même en solo, je trouve ça cool. Je me souviens quand le jeu était sorti, je m'étais installé devant plusieurs parties en solo. Je me demande même si je ne vous ai pas présenté une partie en solitaire sur la chaîne. Je sais qu'il y a une vidéo disponible, mais je ne me souviens plus si je vous avais simplement présenté les règles ou une partie en solo. Vous irez voir, je la ferai apparaître à l'écran, pas de problème. Je vous parle ensuite du fameux jeu qui m'a fait pleurer ce mois-ci. Oui, il y a un jeu auquel j'ai joué ce mois-ci, et là, ce n'est pas une exagération de YouTuber, de Ah, on le sait bien, hein, JP sur sa vignette, là, il exagère toujours ses émotions. Non, c'est pas une exagération. J'ai vraiment versé plusieurs larmes en jouant à ce jeu-là ce mois-ci, et quelle surprise! Quelle surprise ce jeu-là! Je ne m'attendais jamais à quelque chose d'aussi prenant, d'aussi addictif, d'aussi satisfaisant. Je vous parle de Ella et l'éclat de la montagne. Et là, je ne veux pas en dire trop, parce que c'est un jeu legacy, mais il n'y a pas de modification permanente du matériel. Tout est rejouable, on peut tout remettre à zéro, on n'écrit sur rien ou quoi que ce soit. Bon, ça, c'est vraiment cool. Euh, mais, fait que je ne veux rien gâcher, en fait. Donc, je dois faire attention à ce que je vais dire. Le principe du jeu, on incarne Ella, un petit lapin, une petite lapine toute mignonne, et on a des aventures dans la forêt dans laquelle on se retrouve en début de campagne, parce qu'on a 6 parties, en fait, un tutoriel et 5 vraies parties si on veut, mais un total de 6 parties. Et au début, on est dans une forêt où on est confortable, où notre routine est confortable, on fait toujours les mêmes choses jour après jour, jusqu'à ce qu'un événement nous force un peu ou nous amène à aller voir ailleurs et à voir qu'il y a tout un monde, tout un univers en dehors de notre petite forêt habituelle et confortable. Et on a un mécanisme qui est assez simple où à chaque tour, on va dévoiler une carte et cette carte-là va nous énoncer une opportunité ou des choix qui vont se réaliser. Et on va devoir choisir, donc, si on a plusieurs choix, ce qu'on désire qui arrive. Parfois, il y a des restrictions. Donc, si certains événements ne sont pas survenus ou sont survenus, eh bien, certains choix sont nouvellement disponibles ou ne sont plus disponibles. Et on va avoir une espèce d'aspect de présent, futur et passé. Certains événements sont réglés et ne reviendront jamais. On met ça dans le passé. Certains événements auront un impact dans le futur, donc lors des prochains tours, lors des prochaines manches, on met ça de côté. Ou on a des événements qui sont récurrents aussi, qui vont arriver à chaque fois. C'est très, très simple comme jeu, du moins pour peut-être les 3 premières parties. Après ça,
il y a des belles surprises, ça se complique, ça se corse, il y a plusieurs fins possibles. Il y a une épilogue aussi de toute cette aventure, c'est 100% rejouable. Vous pouvez refaire la campagne sans problème avec des options différentes. Je verrais très bien mes enfants refaire la campagne. De mon côté, je trouvais ça tellement bien et c'est un jeu qui aborde des sujets un peu euh, sensibles ou des sujets qui peuvent concerner carrément les enfants. Euh, L'intimidation, le taxage, l'impact des choix qu'on fait au quotidien, les valeurs, l'amitié. Alors, des trucs qui sont quand même cool. Et moi, ce que je voulais et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé une campagne avec ma fille et en parallèle, j'ai commencé une autre campagne avec mon garçon. Et à chaque fois que ma fille faisait un scénario, eh bien après ça, je faisais un scénario avec mon garçon pour qu'ils puissent avancer au même rythme. Mais c'était hallucinant de voir les chemins différents qu'ils prenaient, comment ils justifiaient leurs choix. Ça a amené des super belles discussions, ça a amené toutes sortes d'émotions. Et comme je vous le disais, mon garçon a éclaté en sanglots à un moment durant une des parties. Ma fille avait les yeux qui coulaient, là, des larmes à profusion et je n'ai pas pu m'empêcher, moi aussi, de verser quelques larmes. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Ceux qui ont fait la campagne complète sauront. Euh, Si vous savez, écrivez tout simplement dans les commentaires je sais, avec un petit emoji qui pleure. Alors, surtout si vous avez pleuré comme moi. Et je termine avec Point City, j'allais dire Point Salad, non, Point City, qui est la nouvelle version de Point Salad ou de Salade de Point, qui a le même concept, si on veut, de carte recto verso. Donc, un côté, on a des ressources et de l'autre côté, on a des bâtiments qui vont être un peu comme des objectifs ou des opportunités pour faire des points. Un peu à la Splendor, on va avoir des cartes qui vont nous générer des ressources. On va les utiliser pour aller chercher les cartes qui nous donnent des points. Et ces cartes-là, souvent, vont avoir une ressource dans le coin de la carte ou plusieurs ressources. Donc, ces ressources-là vont être générées pour nous de façon passive. On n'aura plus besoin de les dépenser. Ces bâtiments peuvent nous donner des points tout simplement, mais peuvent aussi nous donner des avantages, peuvent nous donner des opportunités pour faire des points dans certaines circonstances. On va avoir des jetons objectifs aussi pour lesquels on va devoir se battre les uns les autres pour aller les récupérer. Un jeu qui fonctionne bien. J'ai eu l'occasion d'y jouer avec mon neveu, j'ai eu l'occasion d'y jouer avec ma fille. C'est très, très bien. Ça fonctionne, c'est bien. Moi, je l'ai préféré, je crois, à Salade de points. Le seul point négatif, je dirais, c'est vraiment l'espèce de manipulation un peu bancale que lorsqu'on récupère une carte ressource, on la remplace par une carte bâtiment, et lorsqu'on récupère une carte bâtiment, on la remplace par une carte ressource. Mine de rien, ça a l'air d'être une manipulation très simple, sauf qu'on va faire ça 2 fois à chaque fois qu'un joueur joue, ou presque. Ça veut dire qu'on va le faire plusieurs trentaines de fois, hein, plusieurs vingtaines de fois dans la partie. Et là, c'est vraiment important de savoir, bon, la carte qu'on a prise était de quel côté, je dois la remplacer par quoi et où était-elle placée sur la table. Il y a des petits jetons quand même pour nous aider, pour faciliter la tâche, mais c'est une petite manipulation désagréable selon moi. Mais le sentiment du jeu, j'ai trouvé ça supérieur, quant à moi, que Salade de points. Ça termine mes expériences ludiques du mois de mars. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences, vos coups de cœur du mois dans la section commentaires. Mais maintenant, je vais vous parler d'un prototype que je vais vous présenter très bientôt. J'attends au moment de filmer cette vidéo, j'attends la réception de ce prototype depuis déjà quelques mois. Depuis le début de l'année 2024, je sais que je vais recevoir le prototype. La campagne de sociofinancement est prévue pour le début du mois de mai 2024. Donc, j'ai très hâte de mettre la main sur le prototype pour en faire l'essai et vous en faire la présentation. Il s'agit du jeu Stupor Mundi. Stupor Mundi qui est le prochain titre de Nestor Mangone ou Mangone ou Mangone, je ne sais pas. Bref, le cerveau derrière les excellents Darwin's Journey et le formidable Newton. Newton est probablement l'un des jeux que je regrette le plus amèrement d'avoir
de m'être débarrassé dans ma collection. C'est vraiment, vraiment génial, Newton. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de Newton, on parle simplement du cerveau derrière ces jeux. Alors, un jeu de M. Nestor, un jeu pour 1 à 4 joueurs qui va ajouter, qui va intégrer du deck building, qui va intégrer des mécanismes de construction d'une cité, d'une forteresse, des tonnes de petits combos, de bonus à aller récupérer, à réaliser, des composantes qui ont l'air géniales. Il y a littéralement des morceaux de château à assembler pour fabriquer notre petite forteresse qui va nous aider à gérer notre machine, si on veut. Et oui, il y aura également une version française. On parle d'un jeu d'environ 90 à 120 minutes. Euh, Moi, on me dit le nom de l'auteur, du concepteur. On ajoute à ça deck building, des belles composantes, des petits aspects satisfaisants de combos, de culbutage d'action. J'ai très très hâte de l'essayer et de vous en parler. En ce qui a trait maintenant au jeu que j'ai hâte d'essayer, auquel j'ai hâte de jouer, je vous parle de 2 titres que j'ai reçus récemment. Le premier, c'est Des Papiers, qui est une initiative, un projet québécois avec 3 concepteurs différents. Dans la boîte, on va retrouver 3 jeux, 3 univers avec des mécanismes différents. C'est un jeu de euh, roll and write pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 30 minutes. Je ne peux pas vous en dire vraiment plus sur les mécanismes concrètement du jeu, parce que j'y ai pas encore joué. J'ai hâte d'y jouer. C'est un jeu d'ici quand même. Alors, j'ai hâte de l'essayer. Je sais qu'il y a un univers avec des dragons ou des serpents, je ne sais plus. Mais j'ai hâte d'y jouer. Le jeu a quand même reçu sur Internet quelques bons commentaires, hein. Le jeu commence à être disponible, commence à se faire connaître, du moins ici au Québec. J'ai aucune idée. Vous, chers auditeurs européens, avez-vous entendu parler de Des Papiers ou c'est uniquement pour l'instant en territoire québécois? Laissez-moi savoir ça dans les commentaires si c'est un jeu qui est rendu de votre côté de l'Atlantique. Et ensuite, j'ai bien hâte d'essayer Chronologique. Alors là, pour Chronologique, on sera en situation inverse parce que pour nous ici au Québec, ça vient d'arriver. Du côté de l'Europe, c'est déjà disponible, je crois, depuis un moment. Chronologique, c'est un jeu compétitif, je vais commencer par dire ça, un jeu d'enquête et de déduction compétitif, qui mélange un peu l'aspect de Cluedo, de Clue, où on va avoir 3 enquêtes, et pour chacune des enquêtes, on aura 5 scénarios. Alors, chacun des scénarios va viser un pan, un volet particulier de l'enquête, et ce qui est cool avec Chronologique, c'est qu'on doit remettre, oui, bon, les éléments de jeu en ordre chronologique, vous avez compris la référence, mais on va devoir enquêter principalement sur 2 aspects, les personnages et les lieux. Et lorsqu'on pose une question, lorsqu'on enquête sur un de ces éléments, eh bien, il y a toujours une information qui est publique, une information que je dois divulguer à tout le monde. Mais il y aura également une information privée, une information secrète que je serai, la personne qui pose la question, le seul à détenir. Et je vais donc devoir faire un peu une espèce de toile d'araignée, de possibilités de voir, OK, qu'est-ce qui s'est passé, dans quel ordre, où les personnages se sont-ils déplacés, lequel aurait pu être en contact avec la victime, à quel moment et tout ça. Et il y a une espèce d'aspect cool, je crois, du moins, hein, j'y ai pas joué, puisqu'il y a des informations publiques et des informations privées, il y a un aspect de je sais que tu sais. Mais toi, je me souviens plus si tu sais ou si tu ne sais pas encore. Alors, il y a tout cet aspect-là de je veux être le premier à résoudre l'enquête. Mais c'est moi qui décide quand je suis prêt à résoudre l'enquête. Et si je me gourre, si je me trompe, je suis éliminé. Donc, on doit essayer d'avoir le plus d'informations possible avant les autres, mais parfois on peut essayer de faire des déductions, on peut essayer de pousser notre chance. Bref, ça a l'air assez cool, c'est même possible d'y jouer en solitaire. Alors, chronologique, j'ai hâte d'essayer ça. J'ai décidé aussi de vous parler d'un jeu auquel j'ai hâte de rejouer parce qu'on parle souvent des jeux qu'on n'a pas encore essayés, des jeux qu'on a hâte d'essayer, des nouveautés, des jeux qui viennent d'arriver, blablabla, blablabla, blablabla. Moi, j'ai envie de vous parler d'un jeu auquel j'ai hâte de rejouer et il se trouve
juste derrière moi, c'est Planet Unknown, un jeu de placement de tuiles ô combien génial. Mes attentes étaient au plancher, je vais dire ça comme ça. Lorsque j'y ai joué pour la première fois, il y a de cela un peu plus d'un an, je crois, j'y ai rejoué entre-temps, j'y ai joué en solo, c'est vraiment cool. Et là, ça fait quand même quelques mois que j'y ai pas joué et j'ai hâte de rejouer. Il y a eu une campagne de sociofinancement sur Planet Unknown pour ajouter encore plus de matériel. J'ai passé à côté, n'étant pas un grand fan, un friand des campagnes de sociofinancement. Mais maintenant, là, j'ai hâte d'y rejouer. C'est vraiment génial. Chacune des planètes va amener un aspect asymétrique. Il y a des cartes, il y a des pistes aussi qui vont changer, les ressources, vraiment des aspects complètement différents. Il y a une planète, par exemple, où on va ignorer certaines pistes, tout simplement. Il y a des planètes où est-ce qu'on va avoir des anneaux d'énergie, donc impossible de passer par ces zones. Il y a vraiment des trucs complètement différents. Il y a beaucoup de variétés. C'est vraiment génial. Le mécanisme aussi de sélection de tuiles, c'est satisfaisant. C'est un jeu auquel j'ai vraiment hâte de rejouer. Et de votre côté, est-ce qu'il y a un jeu auquel vous avez joué depuis peut-être disons plus d'un an, que vous avez vraiment apprécié, que vous possédez et que vous avez hâte de rejouer? Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Et pourquoi ne pas terminer cette vidéo avec mes futures acquisitions? Les jeux pour lesquels je me questionne et pour lesquels j'ai besoin de votre avis, que j'ai besoin de votre aide. Il y a 4 titres qui me chatouillent un peu dernièrement. Le premier, c'est From the Moon. Alors, From the Moon, honnêtement, j'ai besoin de vos avis parce que je ne connais pas énormément de trucs sur From the Moon. Je sais que la production euh, est quand même bien présente en termes de composantes et tout ça, mais de mon point de vue extérieur, j'ai vraiment peur que ce soit une simple gimmick, que ce soit simplement des belles composantes fonctionnelles, mais qui n'ajoutent rien. J'ai pas envie de dépenser 120 ou je ne sais pas exactement combien le jeu vaut, mais si ce n'est pas au moins pour justifier la qualité des composantes et tout ça, j'ai aucune idée ou presque sur le gameplay, qu'est-ce que le jeu propose. J'ai même pas de comparatif à faire avec un autre jeu. Donc c'est là où vous entrez en jeu et que vous m'écrivez dans les commentaires à quoi From the Moon pourrait être comparable. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on a envie d'y rejouer tout de suite après notre première partie? Ça, c'est les éléments qui vont m'aider à prendre ma décision. Sinon, il y a aussi Path of Civilization, euh, qui est un jeu qui m'intéresse parce que le pitch, c'est un habile mélange, ce serait plutôt un habile mélange entre Seven Wonders et Through the Ages. Bon, qu'est-ce que les deux jeux ont en commun? Thématique de civilisation, vous l'aurez deviné, mais sinon, on parle d'un jeu qui est quand même accessible, qui se joue rapidement. Sylvain, je crois, faisait des parties de 7 minutes. Il pourra confirmer lui-même dans les commentaires. À Through the Ages, qui est un jeu qui peut durer 3 heures et plus, un jeu de gestion casse-tête avec des événements, tout ça, on doit tout calculer. C'est un jeu très tranche-gorge, c'est violent et tout ça. Un habile mélange entre les deux? Je suis intéressé. Il y a des tours qui sont simultanés. Donc, on joue tout le monde en même temps. Il y a des événements. Bon, la thématique de civilisation qui est plaquée un peu, on va se le dire. Gestion de cartes aussi. Je suis intrigué. Je suis intrigué, on va dire ça comme ça. Des durées aussi d'environ 2 heures. En fait, je crois que c'était. J'ai pas l'information sous les yeux au moment de faire cette vidéo, mais peut-être qu'elle va apparaître à l'écran lorsque je vais faire le montage. Mais je crois qu'on avait des parties d'entre 1 heure à 2 heures, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est quand même intriguant. Il y a également Habitat, qui est un jeu dans la même vague, si on veut, que Sagani, que Nova Luna, un jeu de placement de tuiles, thématique animale, gestion d'un habitat, qui n'est pas sans rappeler Cascadia, que j'aime énormément. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de ressemblances mécaniques entre les deux, à part du placement de tuiles. Je crois que c'est la seule ressemblance. Et les animaux, ouais, les animaux mignons, ouais, ça aussi. Mais sinon, je crois côté mécanisme de jeu
qu'on est dans du placement de tuiles et ensuite on déplace l'un de nos pions dans un emplacement adjacent et que selon le déplacement de notre pion, ça va nous déterminer les tuiles qu'on va activer qui sont autour. Je ne suis pas certain de ce que je dis, de ce que j'avance. Vous pourrez me le confirmer dans les commentaires, mais c'est un titre quand même qui m'intéresse à cause de mon amour pour Cascadia. Et je termine en vous parlant un peu de Storybox, qui n'est pas du tout mon style de jeu. Mais honnêtement, je crois que je vais faire entrer ce jeu-là dans mon école, que je vais essayer avec mes enfants aussi. C'est un genre de jeu d'interprétation, euh, de mémoire aussi, où on va avoir des cartes qui ne sont pas sans rappeler celles de Dixit, quoique beaucoup plus précises que celles de Dixit, mais des cartes qui laissent place un peu à l'interprétation, donc qui peuvent illustrer des lieux, des événements, des animaux, des personnages, pratiquement n'importe quoi. Et on va avoir des cartes en main et on a une histoire à raconter. Donc, à notre tour, en fait, on a 2 minutes collectivement autour de la table pour jouer des cartes, les unes en dessous des autres, de façon collective. Donc, on fait un deck avec les cartes qu'on joue. On explique qu'est-ce qui se passe sur la carte selon notre interprétation et on va fabriquer une histoire comme ça. Donc, c'est l'histoire de marins qui partent en expédition sur leur vieux rafio sur les 7 mers. Et là, je joue une carte d'un navire, par exemple. Et un autre joueur va jouer, par exemple, un nuage de tempête et va ajouter des informations. Malheureusement, leur épopée commence avec un événement tragique, un orage qui va faire perdre la vie à certains membres de l'équipage. Et là, un autre joueur va jouer une carte. Alors, il y a cette histoire collective qui va se construire. Et après le 2 minutes, ce qu'on doit faire, c'est qu'on reprend le paquet et on regarde qui est capable de raconter l'histoire maintenant dans le même ordre en se rappelant des éléments qui ont été mentionnés. Alors, il y a cette twist-là de on veut jouer plein de cartes pour essayer de mélanger les autres, mais en même temps, plus j'en joue, plus c'est difficile aussi pour moi de me rappeler de ces éléments-là. On a 2 minutes pour faire ça. C'est vraiment cool. Ça amène à des discussions. Moi, je vois un beau potentiel de ce jeu-là dans des programmes d'immersion dans des langues, dans l'apprentissage des langues, dans un programme en anglais, par exemple, pour ne nommer que cette langue. Je trouve qu'il y a de belles portes ouvertes. Alors, je trouve que c'est un jeu qui serait plutôt intéressant. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Quoi neuf JP. Je vous invite évidemment à me laisser dans les commentaires comment vous avez trouvé mon retour. Est-ce que je suis un peu rouillé ou ça allait? Est-ce qu'il y a des jeux que j'ai mentionnés aujourd'hui qui vous intéressent particulièrement? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous auriez envie de me dire? Eh bien, faites-le dans la section commentaires. Vous pouvez également me faire savoir si vous avez apprécié cette vidéo par un pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller faire un tour sur notre campagne Patreon si vous voulez nous encourager. Et vous pouvez également, évidemment, nous encourager d'une autre façon en allant visiter le site de notre boutique partenaire Infinijeux. Si vous achetez quoi que ce soit, un jeu qui vous intéresse sur leur boutique, évidemment, par la bande, vous nous encouragez aussi, alors c'est toujours apprécié. Et moi, je termine en vous disant un gros merci pour votre écoute. À la prochaine!